Et nous allons tout de suite entamer, mesdames et messieurs, notre partie débat qui concerne la réforme de l'éducation en Égypte, mais on va aussi profiter de la présence de notre invitée puisqu'elle a des connaissances internationales concernant l'évolution de l'éducation dans le monde. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hebatullah Qaoud, docteur en sciences de gestion à l'Université de Nantes en France. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. C'est de mon plaisir. Alors, vous savez bien entendu que l'Égypte, il y a un an, a entrepris, on ne dira pas une réforme de l'éducation, mais plutôt une transformation de l'éducation en Égypte, basée bien entendu sur des critères et des normes internationales. Nous allons parler de cela en détail, mais avant de parler de cela, j'aimerais quand même savoir et connaître de vous quelles sont maintenant les tendances de l'évolution de l'éducation dans le monde. Les tendances actuelles, c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans les programmes d'enseignement. Maintenant, les écoles proposent des programmes pour développer la culture numérique chez les élèves. Donc, comme en Asie, en France, les enfants commencent à apprendre à coder dès leur plus jeune âge. Et là, c'est vraiment important. On prépare les élèves pour les métiers du futur. Par exemple, on trouve, selon les études qui étaient menées par le Bureau national des statistiques, qu'aux États-Unis, le poste de développeur va augmenter de 30% entre 2010 et 2020. Donc, c'est important de préparer les élèves à cette culture numérique, à ce métier du futur. Aussi, on trouve quand même que les écoles ont commencé à favoriser, à créer un environnement qui cherche à favoriser le partage de connaissances. Et on trouve ici en Égypte une initiative très importante, c'est l'initiative de la banque de connaissances. Comme ça, on trouve que les étudiants et les élèves sont motivés à participer dans les cours, à discuter les actualités, quand même de mener des recherches scientifiques. Donc ça sera bien quand même de développer cette partie dans les programmes proposés par l'État. Aussi, on trouve que les élèves doivent savoir que l'utilisation de la nouvelle technologie, c'est juste la technologie, c'est un moyen, mais ce n'est pas un objectif. Donc ça, c'est important aussi de dire aux élèves qu'ils ont des compétences scientifiques et que quand même les machines ne peuvent pas les produire. Bien sûr. Par exemple, on doit leur apprendre les valeurs, le travail en équipe, prendre soin de l'autre. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont nécessaires au développement personnel et au professionnel quand même. Donc c'est important quand même de mettre l'accent sur ce point. Bon, je voudrais vous arrêter au codage, puisque bien entendu le codage fait partie des métiers du futur, comme vous venez de le dire. Mais beaucoup, même d'éducateurs se demandent quelle est l'intensité de la technologie par rapport à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que un enfant en maternelle, par exemple, ou dans le petit primaire, utiliserait l'ordinateur avec la même intensité qu'un enfant dans le cycle secondaire, par exemple? Comme on a dit, par exemple, on trouve les étudiants à partir de l'âge de 8 ans commencent à participer dans des compétitions internationales pour le développement des smart applications, des applications intelligentes. Donc c'est important dès leur plus jeune âge de participer dans ce type de compétition. Et l'enfant quand même, on a quand même toujours une idée que les enfants ne peuvent pas utiliser ces nouvelles technologies, mais par contre, les enfants peuvent apprendre plusieurs langues étrangères, quand même pas seulement maîtriser leur langue maternelle, et en même temps utiliser les nouvelles technologies. Donc le fait de leur motiver à apprendre, à travailler sur ces nouvelles technologies, ça sera très bien, et c'est déjà faisable puisque les autres pays du monde ont déjà commencé à faire ces initiatives et ils ont eu des bons résultats. Donc le fait d'intégrer ce système d'enseignement et de l'appliquer en Égypte, ça sera une très bonne opportunité pour eux. Bien sûr, mais vous avez certains pays, par exemple... Par exemple, à Hong Kong, il y a le coding bus. C'est comme un bus
avec une initiative que les enfants peuvent apprendre le codage dès leur plus jeune âge, mais sur une forme, un jeu éducatif. Sur ce type, donc, il est nécessaire quand même de changer la manière d'enseignement. Comme ça, les enfants seront intéressés à apprendre les nouvelles technologies. Oui, mais il y a certains pédagogues qui vous disent aussi qu'à force d'utiliser la calculatrice et l'autocorrection dans l'ordinateur, les enfants ne savent plus écrire et ne savent plus calculer. Est-ce que vous êtes avec cet avis? En fait, je suis avec le fait de limiter l'utilisation quand même de la technologie. Comme ça, on organise par exemple des excursions culturelles. Comme ça, ils vont découvrir l'historique de leur pays, par exemple. On organise des sessions pour eux, par exemple, discuter un film qu'ils ont déjà regardé. Donc, il est très bien connu, ou bien discuter un livre d'un historien, ou bien un businessman, tout ça. Donc, ça sera très bien de discuter les actualités avec eux, les problématiques actuelles et les problématiques du futur avec eux. Donc, comme ça, ils seront quand même éloignés un peu de la technologie. Et s'ils utilisent la technologie, ça sera sous forme juste de collecter plus d'informations. Donc, ça sera, comme je vous ai dit dans la première question, ça sera plutôt un moyen, mais ce n'est pas un objectif. Exactement. Un moyen parmi tant d'autres. Et nous avons en ligne maintenant Madame Nermine Torfa, experte en éducation. Bonsoir. Madame Nermine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, Dr Nermine. Bonsoir, comment ça va? Ça va. Bon, alors, notre sujet aujourd'hui, c'est la réforme de l'éducation en Égypte et je sais que vous suivez de près cette réforme. Donc, j'aimerais avoir votre avis et votre vision pour cette réforme et surtout les points les plus importants qu'elle a pu toucher dans l'éducation. Oui, quand vous voulez vous présenter votre reportage sur les accords déjà signés par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le domaine de l'enseignement en Égypte, ça approfondit sans doute la situation de l'éducation au monde entier. On a vu et on vient de lire dans les journaux et sur les médias, ça fait une année que l'enseignement fait peau neuve en Égypte. Ça veut dire que le nouveau système du ministre de l'Éducation en Égypte a pu un petit peu, il a eu ses problèmes sans doute. Quand on sait, chaque nouveau système peut avoir ses inconvénients et ses avantages, ses bienfaits, tout ça. Mais selon le nouveau système des tests du bac, par exemple, l'évaluation finale sera annulée. Il s'agit d'un système de notation accumulative, soit la moyenne des notes de l'étudiant durant les 3 années de secondaire. Ça, c'est un modèle. Surtout l'utilisation ou bien l'application de la technologie dans le domaine de l'enseignement, c'est-à-dire on parle surtout de l'application des tablettes, c'est-à-dire par exemple pour les inscriptions aux facultés, l'ancien système qui s'appelait TANSIC ne changera pas. En fait, tout le système de l'éducation sera donc peau neuve, car c'est un système qui sera adapté à cette époque, destiné par les nouvelles technologies. Les manuels scolaires peuvent être aussi téléchargés sur les tablettes des enfants, mais on ne peut pas négliger l'assiduité des enfants ou des élèves dans leur siège à l'école. Ça exige, ou bien le développement d'un système sans doute exige la compréhension de l'élève et la compréhension des parents, la compréhension des professeurs. Et quand on a vu, on voyait toujours la formation des professeurs, par exemple, comme projet appliqué au ministère de l'Éducation. C'est-à-dire, ils sont formés des groupes, des experts qui se sont chargés pour former les professeurs des écoles gouvernementales. Voilà, ça par exemple.
Merci beaucoup, vous avez tout dit. On vous remercie pour cette intervention. Et donc, on poursuit avec Dr Hebatullah Qaoud. L'un des projets aussi très intéressants dans cette réforme, c'est la création par le ministère de l'Éducation de nouvelles écoles internationales, mais à des prix vraiment très raisonnables. Et ce sont des écoles appartenant au ministère de l'Éducation, en collaboration, bien entendu, avec les entités internationales d'accréditation. Alors, parlez-nous de ce projet. Ce projet est vraiment intéressant, puisque l'éducation est le moteur du développement d'un pays. Le projet consiste à donner aux élèves une éducation internationale spécifique et de grande qualité, afin de permettre aux élèves de développer pleinement leur potentiel. Donc, c'est une très bonne initiative qui a été lancée par le ministère et je trouve que le projet est vraiment intéressant. Comme ça, l'État va avoir quand même aussi un contrôle, va établir un plan d'action de contrôle sur ces nouvelles écoles. On va éliminer les problèmes des cours particuliers. Il y aura la mise en place des systèmes, des programmes d'éducation développés. On cherche avec ce projet à améliorer le système d'enseignement primaire et secondaire, et quand même pour le système secondaire, car puisque c'est une étape très importante et de transition pour l'élève de l'école vers l'université. Dans cette période, il va avoir à côté des matières par exemple comme la géographie ou bien les sciences de l'art et tout ça, on aura par exemple des programmes concernant la théorie de connaissance. Comme ça, on stimule chez les élèves la réflexion critique et ça c'est très important. La réflexion critique sur la connaissance acquise en classe et au-delà. Par exemple, on aura des programmes quand même, des programmes d'activités, de services et de créativité. Et ça, c'est important que les élèves participent à des activités pour démontrer leur compréhension de ces concepts de créativité, des actions, de services. Ils peuvent par exemple produire une production de théâtre, de musique, des projets pour le service communautaire, et ça c'est très important. Et en même temps, on va quand même inclure le fait que ces élèves aussi doivent apprendre de développer des recherches. Ça c'est important. Car la recherche scientifique est déjà développée en Égypte et on cherche quand même à l'améliorer comme les autres pays européens. Donc, ça sera bien que les élèves qui vont finir le cycle secondaire ont des connaissances de comment bien rédiger un mémoire de recherche. Mmh. Ce que vous avez mentionné tout à l'heure correspond à associer le profil de l'élève à ses compétences académiques. Et c'est exactement ce que la nouvelle réforme de l'éducation en Égypte, surtout dans la maternelle pour la petite enfance et dans le petit primaire, c'est ce qu'il touche exactement. En France, actuellement, ils sont en train d'entreprendre une réforme de l'éducation aussi. Est-ce que ces facteurs-là sont pris en considération et qu'est-ce que le système français de l'éducation voudrait réformer ? Par exemple, pour le système d'éducation français, ils ont fait plusieurs projets concernant l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pas seulement national, mais quand même supérieur dans les universités. On trouve maintenant qu'on cherche à former des étudiants autour des problématiques d'entrepreneuriat. On forme des entrepreneurs. On trouve dans les nouvelles écoles, quand même, comme je vous ai dit, il y a le codage comme une matière principale. On trouve aussi qu'il existe différents types de diplômes qui vont être proposés. Et là, c'est très important qu'avec cette variété, les élèves vont choisir le parcours qui s'adapte bien à leur style d'apprentissage, leur projet de professionnel, leur projet de formation. Ça, c'est important. Comme ça, les élèves seront motivés à apprendre. Et ça,
un facteur très important. La psychologie des élèves, c'est important de prendre ça en considération quand même. Bien sûr. Parlons du codage. Il y a une étude qui dit que 0,5% seulement des filles font des carrières d'informatique par rapport aux garçons. À quoi cela est dû, à votre avis, et pourquoi les garçons s'intéressent beaucoup plus à l'informatique plus que les filles? Et comment est-ce qu'on pourrait remédier à cela? On remédie ça en changeant la culture. Maintenant, les femmes peuvent travailler comme les hommes dans des métiers de l'informatique. On trouve quand même des directrices des sociétés informatiques, des grandes sociétés informatiques en France, que ce sont des femmes qui gèrent ces entreprises. Donc en Égypte, on a besoin de changer cette culture, que les femmes peuvent travailler dans ces postes-là. Les femmes, puisqu'ils ont déjà la capacité d'apprendre, et on peut éloigner le fait que c'est un garçon qui peut être un geek devant son ordinateur, il doit programmer, mais maintenant les filles peuvent faire des programmations, et on trouve quand même des startups sur Nantes et sur Paris qui se sont créées par des femmes et qui sont quand même des managers pour des garçons. Donc dans ce cas, on trouve que les femmes, quand même, l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine d'informatique est très importante. Bien sûr. Vous avez tout à l'heure parlé aussi des métiers du futur. Donc, quels seront les prochains métiers dans le futur et quels sont les métiers, puisqu'il y en a beaucoup qui vont complètement disparaître? Je trouve que les métiers de l'informatique seront beaucoup plus développés pour le futur. Donc on doit mettre l'accent sur l'utilisation de ces nouvelles technologies dans les écoles, et quand même pour leur aider à utiliser ces nouvelles technologies. Par exemple, on change la manière d'enseignement. Par exemple, l'utilisation de la réalité augmentée. On dit que 80% du cerveau, de l'information que le cerveau assimile dépend du visuel. Donc c'est important d'utiliser ces nouvelles technologies comme la réalité augmentée dans les cours. Donc on trouve que les métiers du futur, ça sera basé sur l'utilisation de ces nouvelles technologies, comme les développeurs. On trouve pas mal de startups qui seront créés et des entrepreneurs qui vont créer des startups sur l'intelligence artificielle, basées sur les technologies de l'intelligence artificielle. Comme quand nous voyons en France que la France cherche à devenir le capital de l'intelligence artificielle. Donc, nous devons quand même prendre ça en considération en Égypte, que l'utilisation des nouvelles technologies, ça sera la voie vers un bon avenir. On trouve quand même aussi, pour les métiers qui vont disparaître, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a des métiers qui vont être disparaître, mais on dit que des gens qui vont faire des métiers d'une manière plus efficace et efficiente en utilisant ces nouvelles technologies. Je trouve ça, ce que je pense, ça sera mieux de mettre toujours comme objectif que les technologies restent un moyen pour faciliter notre vie quotidienne et quand même notre job. Donc ça sera bien quand même de faciliter les travaux quand même qui nécessitent des activités physiques en utilisant la technologie. Mais quand même, c'est un être humain à la fin qui va gérer cette machine. Bien sûr. Bon, ce que vous avez dit est vraiment parfait et il correspond parfaitement à ce que l'Égypte est en train d'entreprendre. Seulement, elle fait face quand même à un problème qui est la surcharge des classes dans quelques gouvernorats. Donc, comment est-ce qu'on pourrait appliquer toutes ces pratiques éducatives innovatrices dans des classes assez surchargées? Là, c'est un vrai problème en Égypte. Mais je pense qu'avec ce nouveau projet d'établir plusieurs écoles internationales, le gouvernement va limiter le nombre des élèves
dans les classes. Comme ça, les élèves vont avoir un suivi personnalisé auprès de leurs professeurs et quand même, les professeurs vont concentrer plus de temps pour chaque élève. Comme ça, comme je vous ai dit, on va éviter les problèmes des cours particuliers. Et ça sera bien quand même s'il y a plusieurs élèves dans la même classe, comme vous avez dit, que ces élèves appartiennent à des différentes catégories sociales. Comme ça sera très bien au niveau d'échanges entre eux et au niveau de l'égalité de l'enseignement pour tous. Vous avez aussi un élément important dans le processus éducatif qui est les parents. Les parents sont un élément clé dans l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire l'éducation n'est pas seulement laissée à l'école. La société et les parents, la famille, a un grand rôle à jouer. Comment est-ce que les parents pourraient être vraiment un facteur positif dans ce processus éducatif? Les parents jouent un rôle très important dans ce système d'enseignement. En fait, c'est eux qui vont encourager leurs enfants à apprendre, à changer la manière dont ils pensent auprès des cours. Ils doivent leur expliquer toujours que l'école, c'est la première étape principale pour leur futur de l'éducation et leur futur professionnel quand même. Donc, il faut que les parents sensibilisent leurs enfants sur l'importance de l'éducation et en même temps, les écoles jouent un rôle de créer un environnement positif, sécuritaire et sain pour les élèves. Là, c'est important. Comme ça, ils vont être quand même aussi motivés à apprendre. Je pense que quand même le fait d'avoir des professeurs égyptiens qualifiés et des professeurs de l'étranger aussi, ça sera très, très intéressant quand même. Comme ça, on va favoriser l'échange culturel et quand même l'échange des expertises et on va les encourager à apprendre des nouvelles connaissances. On voudrait revenir à la Banque de la Connaissance, puisque la Banque de la Connaissance est vraiment un projet gigantesque que l'Égypte a entrepris. Il représente, pour ceux qui ne le connaissent pas, la plus grande bibliothèque numérique dans le monde aujourd'hui. Et le ministre de l'Éducation, avant c'était pour les étudiants universitaires et c'était essentiellement pour la recherche. Avant que Dr Tariq Shawqi, le créateur de cette banque de la connaissance, soit l'actuel ministre de l'Éducation. Quand il a été nommé ministre de l'Éducation, il a voulu convertir cette banque de la connaissance au service des élèves, commençant par la maternelle. Donc il a mis énormément de ressources dans cette banque de la connaissance pour que justement ces ressources soient exploitées par les enseignants de la maternelle au cycle secondaire, mais aussi par les élèves et par leurs parents. C'est une bibliothèque numérique gratuite pour tous les Égyptiens à laquelle ils ont accès pour développer que ce soit leurs compétences langagières, mathématiques, scientifiques, etc. Est-ce que vous pensez que les professeurs, ils ont reçu bien entendu des formations, mais ça demanderait, je dirais, peut-être encore beaucoup plus. Alors, comment est-ce que les professeurs devront vraiment mettre cette banque de la connaissance au service de leur enseignement et au service de l'apprentissage des élèves? En fait, ce projet, c'est vraiment intéressant. On doit favoriser une culture de partage de connaissances. Donc, ça sera très bien que les élèves utilisent ça comme une base de données pour leur projet de recherche. Comme je vous ai dit, ils vont développer un mémoire de recherche, par exemple. Ils doivent les utiliser comme des références pour aussi... les professeurs doivent obliger les élèves de mener des recherches et de mettre des références de la lecture de ces articles publiés sur la banque de connaissances, comme
dans la réponse de leurs devoirs. Comme ça, le devoir sera noté sur l'utilisation des références bibliographiques très importantes. Et comme ça, on va les obliger et encourager en même temps à lire et à utiliser la banque de connaissances. Et pour les professeurs eux-mêmes, ils doivent toujours développer la manière dont ils enseignent. Donc, ils doivent utiliser ce qui est la banque de connaissances comme référence sur les nouvelles formes d'enseignement, dans la manière dont ils donnent des devoirs pour les élèves, comment on peut les encourager à faire ce devoir. Et c'est aussi ici le rôle des parents quand même, d'encourager les enfants à faire leurs devoirs. Ça, c'est important quand même. Et aussi important des parents et de l'école de favoriser la santé mentale et le bien-être de l'élève. Comme Bien ça, sûr. il sera motivé à apprendre. Bien sûr, ça aussi c'est excessivement important. Oui. Et la nutrition de l'enfant aussi, Oui, qui vous avez affecte raison. beaucoup sa performance académique. Bon, une dernière question, puisque le temps a filé très vite avec vous et on va bientôt arriver à la fin de cette édition, mais j'aimerais vous demander le marché de travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend de l'enseignement apprentissage? Qu'est-ce qu'il voudrait avoir comme produit? En fait, un des résultats de mon projet de doctorat, c'était qu'il est très important de lier entre l'académie et La vie courante. les industries afin de créer, et ce que l'État fait, afin de créer un environnement positif et innovant. Donc c'est important de lier entre entre ce que les industries attendent et ce que les élèves apprennent à l'école et à l'université quand même. On nous demande de finir, mais il y a énormément de choses à dire avec vous, donc on se reverra certainement. Je vous remercie Avec beaucoup plaisir. d'avoir répondu à notre invitation et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau colloque. Au revoir.